Voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs, après le bulletin d'infos qui nous a tous permis de prendre un très bon moment d'actualité. On a vu toute la proximité qu'il y a eu dans ce bulletin d'infos. On est allé à l'Assemblée nationale, et bien là, on a vraiment pris tout cela dans le sens de pouvoir vous informer, mesdames, messieurs. Place maintenant à notre toute dernière rubrique, sujet du jour. Ici, nous avons cette habitude de réfléchir avec nos amis. Et pourquoi pas aussi, vous pouvez aussi participer via le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans autour de différentes thématiques que nous allons exploiter et certainement sur ce plateau. Alors déjà, sans plus tarder, on a deux invités aujourd'hui. Donc il y a un qui est déjà là, il y a un autre qui, dans quelques minutes ou secondes, il va déjà nous rejoindre sur le plateau. Mais sans doute, les thématiques vont être très importantes. Donc je passe de la présentation de celui qui est déjà présent avec nous. Il s'agit bien de Papi Bilo qui est avec nous. Bonjour et bienvenue à ta Papi Bilo. Voilà, c'est un grand plaisir que tu sois là, donc je le bien signifier. Vous êtes justement le vice-président de la jeunesse du parti SNAC. Aujourd'hui, je n'ai pas massacré quand même. Sénarque. SNAC, voilà. Massacré toujours. Toujours, alors, je veux m'habituer, on va prendre le temps. Vous êtes comme ça le vice-président de la jeunesse du parti SNAC et vous représentez cette jeunesse de SNAC aujourd'hui autour de nos différentes thématiques qu'on va exploiter et entrer à l'actualité politique. Déjà, je te souhaite encore bienvenue de plus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, de l'autre côté, comme je l'avais bien dit, il s'agit bien de monsieur Bob Maniema. Lui, c'est un homme politique, un penseur et un analyste, justement, et très souvent, il prend part à nos différentes réflexions pour apporter son savoir-faire. Et je tiens déjà à te souhaiter bienvenue à toi, Bob Maniema. Bienvenue, bonjour d'abord. Voilà, Ok. c'est un grand plaisir. Je tiens à saluer aussi nos téléspectateurs que nous suivons en ce moment. Et c'est vraiment un plaisir d'être là en ce moment pour partager ces moments. Donc, Voilà. Je salue aussi mon co-débatteur. Mon ami, très ravi. Voilà. Déjà, je trouve que c'est une monde de choses. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers invités, ici, on va réfléchir autour de ces thématiques qu'on va exploiter ensemble. Mais seulement, les règles sont si simples. Donc, un débat républicain, rationnel, et toujours de l'élégance de par nos langages. On n'insulte pas, hein, mais on réfléchit. On réfléchit, on apporte également de la matière, question de pouvoir éclairer l'opinion autour des questions d'actualité. On aura deux thématiques. Allez, top chrono, c'est parti. On va prendre déjà la congolité. Ben oui, pourquoi la congolité toujours? On va en parler. Et parce que la congolité est une loi proposée par un simple citoyen congolais libre de pensée, à la personne de Noël Tchani, qui a trouvé comme ça déjà un député qui l'a permis à ce que cette loi puisse atteindre l'Assemblée nationale. C'était bien la semaine passée et qui doit être traité avant que cela puisse réunir, je dirais, le consentement de tous les députés parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas encore une loi et qui, je dirais, officiellement, je dirais, applicable, d'autant que ça doit d'abord passer dans toutes les parties qu'il faut d'études autour de cette loi. Pourquoi nous le disons? Parce que déjà cette loi se trouve au niveau de l'Assemblée nationale et cela fait couler beaucoup d'encre et salive. Il y a vraiment on dirait une division de la classe politique parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très d'accord avec cette loi. Il y a ceux-mêmes qui montent tout au créneau pour dire que non, ça pourrait justement discriminer certaines personnes, certains citoyens qui se sentent vraiment très congolais. Alors cette loi veut que au niveau de postes régaliens qui est justement un dirigeant qui est issu de père et de mère congolais. Alors c'est déjà un grand débat avec mes amis sur ce plateau. On va essayer un peu de réfléchir. Est-ce que cette loi a le sens justement d'exister ou n'a pas vraiment sa place outre cette première thématique, mesdames et messieurs? On va parler aussi des Matata Pogno. Le sénateur, ouais, on se rappelle très bien, lui qui avait dit: je rentre au Congo pour aller affronter la justice de mon pays. Oui, exact. C'est ce que nous sommes en train justement de constater. Et il n'y a pas longtemps, donc quelques jours passés, qu'il a été justement placé en résidence surveillée. Hier, mercredi, qu'on a tous été informés que désormais, je dirais, cette mesure n'est plus à sa charge. Donc,
la justice a retiré cette décision de mettre le sénateur Matata Pogno sous surveillance surveillée. On se les dise pourquoi cette titubation de décision au niveau de la justice. Non, ici, avec mes amis, on aura le temps de pouvoir réfléchir ensemble. Alors, on commence directement par Papi Bilo, la Congolité. Vous êtes de SNAC, hein? Sénarque. Vous êtes de Sénarque. Comment vous arrivez à recevoir cette loi qui n'est qu'une proposition de Noël Tchani sur la Congolité? Voilà, il faut commencer par préciser, merci d'abord pour la parole, il faut d'abord préciser que le parti c'est Sénarque, donc Congrès national africain pour les réveils du Congo, parti cher à son excellence Aimé Pascal Mongolo Kunda, de qui j'ai salué ici. Alors parlant de la proposition de loi de Noël Tchani, qu'on appelle génériquement la loi sur la Congolité. Cette initiative, il faut commencer par dire qu'elle ne provient pas de l'Union sacrée. Non, nous sommes un parti de l'Union sacrée, mais l'initiative ne provient pas de l'Union sacrée. Et c'est le député qui est parti déposer cette proposition n'est pas non plus de l'Union sacrée. Okay? C'est un député du FCC. Mais seulement qu'au sein de l'Union sacrée, nous avons vu que c'est une bonne initiative qu'il faille soutenir ça. Moi qui vous parle d'abord, je tiens à préciser que je suis congolais de père et de mère. Donc je suis 100% et je vois bien cette loi qui vient aujourd'hui limiter ou verrouiller l'accès à la présidence et à autres postes de la souveraineté qu'aux Congolais des pères et des mères. Pourquoi? Je vois cette loi être préventive, n'est-ce pas? Elle prévoit quoi? Elle vient prévenir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale qui peut être menacée demain ou lendemain par ce qu'on appelle les demi-Dakar. Ok? Les demi-Dakar. Lorsque vous dites demi-Dakar, c'est-à-dire des Congolais de 50%. Okay? 50%, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux qui ont seulement un seul parent congolais, soit le père qui est congolais, soit c'est la mère qui est congolaise. Donc ce sont là qui sont des demi-Dakar. Mais nous sommes de 100%. Mais je vais analyser cette question sous des angles. Pourquoi nous sommes en train de soutenir cela, cette loi? Parce que nous avons constaté des valeurs en ça. Premièrement, sous un angle politique et sous un angle juridique. Sous un angle politique, il faut d'abord savoir que la question des demi-Dakar là nous a beaucoup ratiboisé dans ces pays. Ok? Vous allez constater que... Ok. Ça veut dire. C'est-à-dire, cette question a beaucoup nuit à la RDC. Ok. Au sein de notre armée, tous ici, nous avons vu comment même nos frères, nos compatriotes de l'Est ont revendiqué, disant qu'il y a des infiltrés, il y a des demi-Dakar. Dans l'armée, dans la gestion du partout, pays et tout. Ok. Et ces hauts dignitaires des demi-Dakar qui sont de l'armée manifestent une indiscipline et divulgue les informations de l'armée auprès de l'ennemi pour que la guerre ne puisse pas prendre fin à l'Est. Vous voyez, on ne peut pas continuer à concevoir cela et à soutenir cela tant qu'il y a des demi-Dakar qui nuisent. L'histoire également nous montre qu'au temps de Mobutu, il y avait un directeur de cabinet qui était un demi-Dakar, d'accord, qui était congolais 50%. Mais ces derniers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des informations stratégique de l'État, il est divulgué à l'ennemi pour fragiliser le pouvoir de Mobutu. Vous voyez comment il portait atteinte à l'indépendance et au régime qui était en place. Même la Bible nous montre que la question des demi-Dakar pose toujours problème. Ça fait le buzz ce verset-là. Oui, ça fait le buzz. Je l'ai lu ce matin. Ok. Ça fait rire. On parle de Joseph. En tout cas, pas de Joseph. C'est parti, frère. Vous voyez déjà que on commence par Moïse qui était là. Ok? Moïse était un étranger, mais il vivait où? Dans la maison des pharaons, la maison royale, n'est-ce pas? Il connaissait tous les secrets égyptiens. C'est ça qui l'a permis maintenant de pouvoir combattre l'Égypte et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et Joseph également, c'était comme ça, n'est-ce pas? La Bible nous montre déjà que les problèmes de demi-Dakar viennent nuire, peu importe l'État, va toujours porter atteinte, n'est-ce pas, à l'État de toutes les questions. Ça, c'est sous un aspect politique. Aspect politique. Sous un aspect juridique. Ok? Là, je veux que tu attends un peu parce que je veux te poser. S'il vous plaît. On va évoluer rapidement. Sous un aspect juridique, il y a un problème. Parce que lorsque la Constitution dit peut être, article 72 si je ne me trompe pas, ne peut être candidat à l'élection présidentielle que celui qui est congolais d'origine. Mais c'est quoi la nationalité congolaise d'origine? Lorsqu'on prend la loi dit
du 12 novembre 2004 qui parle de la nationalité d'origine. Elle donne 3 hypothèses pour qu'il y ait des Congolais d'origine. Nous avons des Congolais d'origine par filiation, des Congolais d'origine par appartenance à une tribu congolaise et des Congolais d'origine par présomption de la loi. La question se pose là sur la présomption de la loi. Bon, je vois que vous maîtrisez bien. Est-ce que je peux terminer? J'ai une question à rajouter, mais okay. Voilà. Lorsqu'on parle de Congolais d'origine par la présomption, on voit certaines personnes qui ne sont pas du tout congolais, mais à qui la loi accorde la nationalité congolaise et qui peuvent devenir par après, suivant la constitution, des présidents. Exemple, on nous dit qu'un enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo aura des parents inconnus, aura la nationalité congolaise chaque fois que sa filiation n'est pas établie par un étranger. Donc si j'arrive à trouver un petit chinois, un nouveau-né chinois ou indien, sans pour autant connaître ses parents, cet enfant que j'ai trouvé en République démocratique du Congo aura la nationalité congolaise d'origine. Et par voie de conséquences, demain ou lendemain, deviendra président de la République de ces pays. Voyez-vous, un Chinois à la tête de la RDC. Okay. Et cette loi dit encore que a aussi la nationalité congolaise d'origine un enfant né d'une union libre, dont la loi du pays de ses parents ne reconnaît pas la nationalité congolaise aux enfants nés hors mariage. Par exemple, si je prends la loi saoudienne qui ne reconnaît pas les enfants naturels, c'est-à-dire les enfants nés hors mariage, cet enfant qui sera né ici au Congo par des parents saoudiens. Bon, là où vous faites la leçon sur le point de vue juridique, mais moi, en fait, il y a un truc qui m'intéresse. Qu'est-ce dit maintenant l'article 13 de la Constitution, toujours sur la nationalité, et dont je vais vous citer ici, qui interdit toute discrimination. Qui dit toute discrimination en matière d'accès aux fonctions publiques, et l'article 220 qui interdit formellement toute révision constitutionnelle ayant pour objectif de réduire le droit des libertés de personnes justement qui aspirent à la présidence de la République. Alors pourquoi je soulevais l'article 13 également ou l'autre là? Pourquoi l'article 13 qui exclut toute discrimination, et l'autre article que je viens de citer là nous parle, interdit également aussi. Voilà, c'est l'article, après l'article 13, c'est l'article 220 qui interdit formellement toute révision constitutionnelle ayant pour objectif de réduire le droit de liberté de personnes. Bon, l'article 13 qui exclut la discrimination, vous, avec cette loi, vous cherchez tous les articles possibles pour essayer d'embellir et montrer la bonne raison de son existence, pendant qu'il y a toujours des contradictions. Ne voyez-vous pas que vous risquerez de nous amener à la modification de la Constitution, c'est pendant que l'article 220 verrouille et dit déjà, ne dit aucun mot en termes de révision de la Constitution. Merci beaucoup pour la pertinence de la question, monsieur le journaliste. Mais là, vous m'amenez dans les eaux profondes des droits. Mais parce que c'est vous qui avez abordé cela. Ok. Je vais alors... Je vais passer directement la parole à Bob Manyema. Je vous ai vu sortir des articles. Oui, bien évidemment. C'est une question très pertinente, Mais c'est quoi la discrimination? La discrimination, on dit, c'est toute préférence, toute différence basée sur les sexes, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, et ainsi de suite. Mais pour ceux qui sont des juristes bien formés, savent qu'il y a ce qu'on appelle en droit les discriminations positives. Les discriminations positives sont de ces discriminations voulues par la loi elle-même. Ce n'est pas la première discrimination. Lorsque déjà la Constitution vient dire que la présidence est réservée qu'aux Congolais d'origine. Et l'excuse déjà les Congolais d'acquisition, n'est-ce pas? Ce n'est pas discrimination. On n'a pas mis d'origine de père et de mère. Comme dans l'article, comme dans la Constitution zaïroise. Je vais terminer d'abord. Fini sa pensée. Si vous prenez la loi, par exemple, sur les concessions, la loi foncière, il y a ce qu'on appelle les concessions perpétuelles et concessions ordinaires. Mais les concessions perpétuelles ne sont réservées qu'aux Congolais d'origine, n'est-ce pas? Pas aux Congolais d'acquisition. Lorsque vous prenez la loi sur les petits commerces, les petits commerces n'est réservé qu'aux Congolais, pas aux étrangers. Donc, il y a des discriminations positives. Et sur ce plan, je crois que cette discrimination sera positive dans le but d'aider les pays. Donc, c'est une discrimination. On va y revenir, ne te dérange pas. Il y a toute une liste de questionnaires autour de la manière où tu es déjà allé avec nous là. Bob Manyema, déjà, cette loi, il faut savoir que surtout le cas Katumbi, il n'est pas très d'accord avec cette loi.
on sent vraiment qu'il y a une certaine discrimination. Je venais de lire ici l'article 13, c'est l'article 13 de la Constitution qui condamne toute discrimination. Et voilà, et le juriste nous sort tous les articles possibles pour essayer de donner un sens à cela. Vous, comment vous y arrivez en tant qu'analyste politique à concevoir un tout petit peu l'avènement de cette proposition de loi sur la congolité? Bon, personnellement, en écoutant mon co-débatteur, je pensais que j'avais comme l'impression que nous étions dans un cours de droit. Mais nous sommes dans un plateau de télé pour essayer un peu de donner une pensée par rapport aux thématiques que le journaliste nous donne. Donc j'aimerais d'abord réajuster l'information qu'a reçue plusieurs personnes par rapport à cette proposition de loi qui est la congolité. J'aimerais d'abord dire ceci en entrant de jeu, que la congolité est une proposition qui n'a pas vu le jour au travers de M. Noël Tchani. Je pense que je l'avais dit lors de notre émission, je l'avais dit lors d'une émission que nous avons passée à la radio. Donc je pense que j'ai été très explicite en démontrant que cette proposition a été initiée par M. Étienne Tshisekedi Ouamouloumba de son vivant. Avant la tenue des élections de 2011, pardon, M. Étienne a eu suffisamment le temps pour expliquer sur la congolité, pour expliquer les inconvénients qu'il y a lorsque une personne ou une personne qui n'est pas de père et de mère congolais, l'inconvénient que cela peut rapporter au sein de notre nation, ou surtout dans nos institutions. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu d'abord laver dans les têtes des gens pour nous expliquer, nous ensemble, que cette proposition n'a pas vu le jour par M. Noël Tchani. Ça, c'est d'abord une information que je voulais réajuster. Par rapport à cette proposition qui est sur la congolité, nous déjà, comme je le dis, nous avons déjà été derrière la vision de Étienne, le FANS. Et je me vois mal aujourd'hui me présenter ici dans un plateau pour dire que non, cette loi n'est pas bonne. Et déjà que j'ai suffisamment des éléments pour démontrer que la loi est bonne, la proposition de cette loi elle est bonne. Et comme l'a suffisamment dit mon interlocuteur qui est là, qu'il y a quand même des inconvénients par rapport à cette exactement. Les inconvénients est que, je donne un exemple. Aujourd'hui, nous allons aller seulement avec un exemple typique que plusieurs personnes sont en train d'en dire, surtout sur les réseaux sociaux. Parlons de Joseph. Joseph qui fut juif, israélite, israélien. Joseph, il est allé en captivité en Égypte avec toute sa famille. Il a été vendu par ses frères. Et Dieu l'a élevé, il est devenu Premier ministre. Et on a vu comment Joseph a privilégié ses frères contrairement aux Égyptiens. Donc voilà. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, les postes clés, les postes de la souveraineté, comme on le dit, le poste, surtout nos 4 institutions, je me vois mal qu'un étranger puisse occuper ces gens. Alors qui est étranger? Qui est maintenant étranger? C'est celui qui est d'un père congolais et une mère rwandaise, il est étranger au Congo. C'est celui qui est issu d'un père italien et d'une maman qui est congolaise, c'est lui un étranger. Voyez-vous pas qu'il y a une discrimination quelque part? Parce que moi, je me sens très mal d'avoir opté justement la nationalité de mon père qui est congolais, parce que ma mère, elle est brazzavilloise, que vous m'interdisiez d'occuper de postes justement de grande envergure dans mon pays. C'est très difficile. D'abord, la première des choses que je voudrais dire, pour servir son pays, pour apporter un plus au sein de ce pays, nous n'avons pas forcément besoin d'être président de la République, d'être président du Sénat, d'occuper un poste particulier au sein de cette nation. Ces postes-là aussi n'ont pas seulement de personnes spécifiques. Laissez-moi un peu finir ma pensée. Voilà. Donc pour vous expliquer que pour aider son pays à l'émergence, parce que nous tous, nous aidons le Congo à atteindre l'émergence d'une manière ou d'une autre. Vous le faites par le média, nous le faisons au travers de la politique, que le fait au travers de la justice, le droit. Alors tout un chacun, nous sommes comme un corps. Dans le corps, chaque membre est utile. Le bras ne peut pas vouloir être le pied et le pied ne peut pas vouloir être le bras. Et chaque membre dans un corps a une tâche spécifique qu'il joue. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je dis ceci. Et que tout, on est combien? Je pense que nous sommes de plus de 80 millions
d'habitants ici en République démocratique du Congo. Et il y en a ceux qui sont de pères congolais, mais de mères étrangères. Alors, nous ne pouvons pas, nous tous, se dire que nous tous, on a des ambitions pour être président de la République. Ça, c'est être absurde. Tout le monde n'est pas appelé à être président, tout le monde n'est pas appelé à être sénateur. Il y en a qui sont appelés à occuper ces postes. Alors, les postes clés, surtout les postes sur les 4 institutions, moi, je le dirais de manière sincère, doivent normalement être occupés par les personnes natives de ce pays, qui sont de père et de mère. Vous soutenez la proposition de loi. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit en amont. La congolité. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit en amont. Je le soutiens. Pourquoi? Parce que cette loi n'a pas vu le jour aujourd'hui. Pour certaines personnes, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour nous qui avons commencé l'UDPS depuis longtemps, nous le savons très bien. Que mais l'UDPS dit que non, ce n'est pas une proposition qui vient de l'UDPS, mais c'est un individu, un simple Congolais, à la personne de Noël Tchani, qui a pensé, par le biais d'un député, Ntingi Pouloulou, que cela a pris accès à l'Assemblée nationale. Exactement, comme je viens de vous le dire, la loi a vu le jour, en fait la proposition de cette loi a vu le jour depuis 2010, je précise. Pour le journaliste d'investigation qui peut aller. La personne qui a martelé dessus, c'est le FANS, M. Étienne Tshisekedi, qui a longtemps parlé sur cette loi. Alors, M. Étienne Tshisekedi avait occupé à l'époque, lorsqu'il avait fait cette proposition, il était qui au sein de ce pays? Un simple opposant. Il a donné une proposition. Donc, pour dire que les personnes qui soutiennent aujourd'hui, nous le soutenons d'abord, pourquoi? Parce que c'est avantageux en fait pour le pays. Nous voyons le lendemain. Nous regardons les avantages du pays. C'est que cette loi peut rapporter demain. J'ai donné un exemple de Joseph et il y a même une dame, pour essayer un peu d'enrichir ma pensée, qui a suffisamment parlé aussi sur ça. Il a dit ceci. Elle est congolaise, la dame. Et elle a fait un enfant avec un Cameroun lors d'un match et tout. Et cet enfant a été élevé par sa mère. Et plus précisément ici au Congo. L'enfant n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Mais lors d'un match entre Cameroun et la RDC, le Camerounais ont marqué et l'enfant a sauté et tout. Et c'était étonnant de voir la réaction de cet enfant. Pour dire quoi? Au-delà de la nationalité que nous occupons, où il y a le sang qui prime, notre sang qui prime, que nous soyons Congolais d'origine ou Congolais, je ne sais pas moi, par l'entremise d'un père Congolais ou par adoption, mais si nous sommes vraiment Congolais d'origine, nous travaillerons pour l'avenir de cette nation. Mais si nous ne le sommes pas, laisse-moi vous dire que il y aura suffisamment de répercussions et la personne qui occupera certainement ces postes-là travaillera en faveur de son pays. Voilà. Le pays dont on va évoluer. On sent déjà que ce soit Papi, que ce soit Bob, vous soutenez cette loi. Moi d'abord, j'aimerais préciser, si je soutiens cette loi, ce n'est pas parce que je fais partie de l'Union sacrée. Non, je soutiens la loi parce que d'abord, ça a été initié par notre leader politique qui est Étienne Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle je suis sincère. Voilà, l'UDPS le peuple, on sait que exactement. De l'UDPS le peuple. Alors, on va évoluer, parce que déjà, on soutient cette proposition de loi. Il y a Papi et Bob. Et moi, je reste toujours au centre comme journaliste. Mais seulement une question. Il y a une certaine opinion qui pense que cette loi est taillée sur mesure pour exclure certains, je dirais, candidats aux élections de 2023. On sent qu'il y a certaines candidatures qui pourraient faire mal à l'UDPS, qui pourraient faire mal à Félix Tshisekedi, le président de la République. Voilà pourquoi nous devons, nous de l'Union sacrée, ou nous de l'UDPS, nous qui soutenons Fachi, soutenir cette proposition de loi issue de Noël Tchani. Et pensez-vous que c'est aussi une option pour que le président de la République puisse avoir en face de lui que de poids, je dirais, moins de poids faible à sa posture? Monsieur le journaliste, ça, c'est ce qui est des procès d'intention qu'on est en train de coller au président de la République. Je ne suis pas ici comme défenseur du président de la République, mais je comprends mal et je conçois mal ce genre d'idée
ou ce genre de conception, des personnes qui disent que cette proposition de loi a été faite dans le but d'écarter certains candidats potentiels à l'élection ou au scrutin qui se pointent à l'horizon. Mais je ne vois pas ces candidats potentiels qui se pointent déjà, alors que jusqu'à l'air, les bureaux de la commission électorale n'a jamais été institué. Mais qui sont ces potentiels? Je peux te citer. Citer les potentiels candidats parce que Moïse jusque-là. Katumbi. Moïse Katumbi a déposé la candidature. Non, déjà, vous voyez, il y a son parti ensemble qui annonce déjà qu'en 2023, il sera candidat. Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Moïse Katumbi n'a jamais contesté cette proposition de loi. Moïse Katumbi est avec nous dans l'Union sacrée, non? Nous, dans l'Union sacrée, nous soutenons ça. Et quel Moïse Katumbi que vous êtes en train d'imputer des choses? Vous voyez? Moïse Katumbi est congolais comme toi et moi. Où est le problème? Hein? Mais le père non, écoutez que je viens d'abord sur cette question. Je ne sais pas cette rumeur d'où elle vient et comment coller ces procès d'intention. J'ai déjà dit dès le départ que l'initiative ne provient pas de l'Union sacrée, ni des membres de l'Union sacrée. Si les camarades a situé ça auprès des sphinx délimitées, oui, ce n'est pas un problème. Mais d'autre part, même jusqu'au niveau de Mobutu, que cette proposition avait déjà commencé depuis 1980, d'avoir à la tête du pays un Congolais de père et mère. Donc, ça n'a pas commencé à partir des sphinx délimitées. Et ce n'est pas une stratégie pour exclure d'autres adversaires. Loin de là, parce que la proposition ne provient pas de l'Union sacrée. Elle provient d'un citoyen comme toi et moi, Noël Tchani, et a trouvé un preneur aussi qui n'est même pas membre de l'Union sacrée. Il est du FCC. C'est celui qui est parti déposer cette proposition de loi. Donc ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée. Mais si nous soutenons cela, pourquoi pas si nous défendons des valeurs? Moi particulièrement, je suis des Sénarques. Les Sénarques, notre autorité morale, c'est Aimé Mongo Pascal Lokonda. Nous l'appelons l'intégrité des valeurs, Soso Apembe, n'est-ce pas? Parce que lui nous apprend des valeurs. Il dit, moi je dois former des jeunes de valeurs. Et nous avons vu que nous devons exploiter certaines valeurs, parmi lesquelles il faut prévenir les mal, n'est-ce pas? Nous venons de relever les mal d'avoir à la tête du pays un demi-Dakar. Alors il faut les prévenir déjà. Nous avons vu que cette loi va dans le sens de prévenir cette loi. Et bien nous la soutenons, pourquoi pas? Alors ne prêtez pas d'intention pour dire Moïse Katumbi avec nous à l'FCC, je ne vois pas un candidat potentiel à l'Union sacrée. Voilà, je prends Bob parce qu'on va pouvoir aborder la deuxième thématique. Bob, oui, c'est pour les élections de 2023. Ça se voit, c'est clair. Parce qu'on va exclure d'autres candidats qui sont potentiels également. Le président veut avoir devant lui des adversaires qui pourront moins faire mal. Et voilà pourquoi il faut soutenir. Ça a commencé timidement, après ça a pris de l'ampleur et ça commence à prendre même, je dirais, une vitesse à croisière. La sortie du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui, d'après ses dires, vous allez comprendre que ça va être sérieux cette proposition de loi. Ça sera traité avec beaucoup de sérénité. On risquerait que ça soit passé comme la loi portant sur l'organisation de la CENI. J'aimerais d'abord répondre à mon co-débatteur qui est là, que ces plateaux n'est pas un endroit où on vient faire des annéries pour essayer un peu d'amuser la galerie. C'est un plateau où il y a des gens qui nous suivent et qui ont besoin d'une pensée cohérente. Sur ce, j'aimerais dire ceci, et c'est un peu de rafraîchir la mémoire de mon co-débatteur par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est une honte encore, et je le dis à haute voix et fort, et je soutiens mes propos. C'est une honte, pourquoi? Parce que M. Tshilombo sait très bien que lors des élections, pendant les élections de 2023, il sait très bien par rapport au bilan depuis sa montée au service jusque-là, il a un bilan catastrophique, pour ne pas dire négatif. J'aimerais vraiment accentuer mes mots pour essayer un peu de faire comprendre à nos téléspectateurs, eux qui sont là, pourquoi il y a grève, pourquoi il y a tout ce qui... Pourquoi il y a dépassement même budgétaire. Je ne sais pas si le monsieur qui est juste mon co-débatteur qui est à côté qui le sait. Il y a un déplacement budgétaire de 30%. Et c'est grave. Je pense qu'il est juriste et qu'il demande aux économistes, parce que moi je suis un économiste de formation. C'est grave. Pourquoi ces déplacements budgétaires? Pour le mois de juin, on parle de mois de juin, pour ne pas parler d'autres mois passés. Le bilan est catastrophique. Nous avons vu d'abord lorsqu'il est entre au pouvoir avec son projet de 100 jours. Et aujourd'hui, lorsqu'il a commencé le projet des 100 jours, il a commencé son projet des 100 jours,
la première personne qui devait écarter, c'était M. Vital Kamerhe. On a vu, il est juriste et il peut nous dire aujourd'hui si l'arrestation de M. VK était légale ou illégale. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je renferme facilement. S'il fait preuve de tolérance, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Ça, c'est la première personne qui a été écartée. La deuxième personne, nous l'avons vu, avec M. Matata Ponyo. Qu'ils nous disent aujourd'hui, par rapport même au lever de ses immunités, et par rapport même à sa main, parce qu'il avait eu mandat. Voilà. Et on parle aujourd'hui de la congolité. Moi, j'ai dit ceci. Je crois que j'avais en parlé et j'ai précisé lors d'une émission, pas sur cette chaîne. J'ai dit la loi, vous l'avez vu au début de mes allégations. J'ai soutenu la loi. Mais là où je ne soutiens pas au fait l'idée de ceux qui sont derrière cette loi, de comprendre l'idée machiavélique ou les projets machiavéliques qu'a cette loi. Parce qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui de l'IGF. On ne veut pas voir une justice à double vitesse. Une justice qui fait exception à certaines personnes. Où est monsieur, parlons de monsieur Albert Youma. On avait parlé d'un détournement de 200 millions. Qui ne sait pas ici? Mais qu'est-ce que cette loi fait par rapport à ça? Aujourd'hui, l'IGF qui crie IGF dans toutes les entreprises publiques. Mais qu'est-ce que l'IGF? L'IGF aussi dossier inquiété sur la manière dont le finance est en train de se dérouler là à la présidence. Parce qu'il y a des abusifs. Et nous, en tant que peuple, nous ne pouvons pas accepter cette bavure. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Nous ne voulons pas de cette justice à double vitesse. Cette justice qui fait, pardon pour finir, cette justice qui fait exception à une tierce personne. Nous ne voulons pas cela. Aujourd'hui, Matata Ponyo est ciblé parce qu'il le sait très bien que Matata Ponyo sera ça sera son poids lourd, l'un des candidats qui ira aux élections de 2023. Moïse Katumbi avec la Congolité. Il le sait très bien. Et il vient de nous dire ici que non, Moïse Katumbi, il est encore à l'Union sacrée. Il ne sait pas que Moïse Katumbi est en train de menacer que si cette loi passe, il va quitter l'Union sacrée. Est-ce que ça, il faut encore qu'on le dise? Avant de commencer à tenir de telles allégations, je demanderai à mon interlocuteur d'avoir suffisamment des informations, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont mûris de ces informations et qui ont besoin de nous écouter et de savoir que ce que nous sommes en train de dire au sein de ce plateau, ce n'est pas des bavures, mais ce sont des vérités pour faire comprendre à la nation que le pays est dans un chaos. Et M. Tshilombo doit se préparer pour faire sa valise lors des élections de 2020. Qui sera votre candidat en 2023? Vous, le peuple, UDPS, le peuple. C'est Valentin Moubaké. Il sera candidat aux élections 2023. Il sera voté aussi. Vous croyez? Face à Félix Tshisekedi, ça va. Écoutez, en tout cas, s'il vous plaît, pardon. Tu auras ton temps, ne dérange pas. Alors, on va évoluer. Papy, c'est fort déjà. C'est fort. Bon, c'est quoi? Je lance directement la dernière thématique. Si tu vas ramasser, tu prendras le temps parce qu'on doit vraiment bien faire les choses. Matata Ponyo, c'est le sénateur, on le sait très bien. Il a été cité concernant Bukanga Lozo. C'est d'ailleurs au sujet de Bukanga Lozo qu'il avait laissé justement son voyage pour rentrer au Congo et c'était pour venir faire face à la justice. On sent que le sénateur a voulu lever l'immunité justement de Matata Ponyo par rapport au premier dossier qui était de Bukanga Lozo. Et après vient le dossier de la zaïrianisation, qu'on a vu facilement le bureau lâcher Matata Ponyo pour aller se présenter à la justice. Du coup, on a vu, par rapport à tout ce qu'il y a eu lors de cette audition, Matata Ponyo a été placé sous résidence surveillée. Ah bon, on dit, ben voilà, c'est qu'on lui a vraiment trouvé dans l'affaire, il connaît quelque chose, et attendions voir un peu la finalité de la justice. Après, c'était un mercredi, le soir d'ailleurs que j'ai appris, oui, la justice retirée mettre sous une certaine opinion, être suspendu. La manière dont les choses se passent, il y a beaucoup qui commencent à douter même de cette justice qu'on croyait déjà bien commencer. Moi, j'ai confiance à la justice de notre pays. Ce n'est pas moi, mais je ne suis pas d'une opinion, voilà, qui pense qu'il y en a vraiment à boire et à manger à ce qui concerne la justice de notre pays. Ok, merci beaucoup. Avant que je n'attaque deuxième thématique, je dois d'abord répliquer à ce que la MIAI a à dire de l'autre côté. Il a fait des fausses accusations, des affirmations gratuites. Bon, je les comprends parce qu'il est de l'IDPS, les peuples, ok?
de Valentin Mbaki. Nous savons que là, les combats ne commencent pas d'aujourd'hui. Depuis que Félix était devenu président du Rassemblement, que le combat avait commencé, la haine avait commencé. Monsieur, donc, ne viens pas, s'il te plaît, ne viens pas, s'il vous plaît, qu'il ne dise pas des bêtises. Bob, s'il te plaît, tu auras ton temps. S'il faut ramasser, recadrer, s'il faut ramasser et recadrer, tu auras ton temps, tu vas bien le faire. Est-ce que j'ai le droit de réajuster par rapport à ces actes? Tu vas réajuster. Tu vas avoir ton temps, mon cher, on a encore le temps. Tu vas bien arranger les choses. Lorsque deux bouches parlent, l'une est impolie. Donc sachez que la deuxième qui est venue, c'est celle qui est polie. Bon, quand même, retire un peu de clémence. Je mérite que tu retires cela. Ok, je retire, mais la pensée circule. Ok, merci. Ok. On évolue. Mais il faut qu'il apprenne à être poli. Quand je prendrai la parole, ça sera... Non, pas de problème, on va évoluer. Voilà. Prends ton temps, mon cher. Ok, je disais tantôt qu'il est de Valentin Mbaki, je connais, la haine a commencé depuis longtemps et ça continue toujours. Il est en train de dire, de soutenir d'un côté que la loi vise à écarter certains candidats. Il ne sait même pas le caractère impersonnel de la loi. Non, la loi est impersonnelle. Si aujourd'hui on arrive à dire que c'est pour Moïse que cette loi est prise, et demain Moïse va passer, mais la loi va demeurer, est-ce que Moïse sera ici éternellement au Congo? En 2023, l'élection aura lieu. En 2028, l'élection aura lieu, et ainsi de suite. Mais cette loi va toujours demeurer. Est-ce que Moïse sera toujours éternellement pour subir la sanction ou les conséquences de cette loi? Non, ça c'est trop primaire. Vous voyez? Trop primaire est le fait de dire que cette loi vise Moïse Katumbi. Tantôt il parlait de la justice à double vitesse, tantôt il parlait de la loi de la congolité. J'étais perdu, je ne savais même pas. Du coup, prends la deuxième thématique. Voilà, je ne savais même pas, il était confus, il avait déjà anticipé avec la deuxième thématique alors que ça n'a pas encore été. C'était de parenthèse quand même. C'était de parenthèse. C'est parti, allez, attaque directement. Ok, j'attaque directement à la deuxième thématique. Il est trop agité, je ne sais pas pourquoi. Il faut que tu apprennes à tolérance. Ça passe bien et tu continues. La deuxième thématique, ce qui concerne l'affaire de Mata Tampogno, bien sûr, n'est-ce pas? J'aime une pensée de François Hollande qui avait dit « Le temps des intouchables politiques est déjà révolu ». Aujourd'hui, la politique n'est pas un milieu de l'impunité, non. Nous sommes dans l'idée de l'état de droit. Voilà une des grandes réalisations que Félix a effectuées qui peut lui permettre à faire un bilan. Lui fait quel bilan encore? Vous voyez? La grande réalisation d'instituer un état de droit. Aujourd'hui, tout le monde crie état de droit. Même ils ont la liberté de parler, d'expression ici, état de droit. D'où provient-elle? Ils doivent féliciter quand même Félix Tshisekedi. Ok? Je disais tantôt que Mata Tampogno était un comptable public dans ces pays. Il était un ordonnateur des dépenses. Il est venu dans ces pays, il devait gouverner, diriger en tant que premier ministre dans ces pays. Et arrivé, il a trouvé des dossiers sur la table, parmi lesquels les dossiers de l'indemnisation des victimes de l'affaire Zarianisation. Et la Zarianisation, par rapport aux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quoi? C'est un mécanisme qui a consisté au temps de Mobutu de pouvoir confisquer les biens appartenant aux étrangers, les entreprises appartenant aux étrangers, pour les accorder aux Congolais. N'est-ce pas? Parce que l'économie était extravertie, il fallait que notre économie soit confiée aux Congolais. C'est pourquoi il avait nationalisé, exproprié toutes les entreprises qui appartenaient aux étrangers et les confier aux Congolais. Mais comme il y avait des victimes, ces étrangers étaient devenus victimes, ils devaient être indemnisés. Chose qui n'a pas été faite et ça a occasionné une dette publique pour les comptes de l'État. Devenu Premier ministre en 2012, Mata Tampogno a trouvé cette affaire. Et il a dit qu'il devrait alors payer ses victimes, c'était ce qui était une bonne chose. Il a déboursé une somme de 111 millions de dollars et 227 millions d'euros. D'après tous les chiffres, on a atteint 1 milliard. Voilà, des choses pareilles. 1 milliard, des choses pareilles. Pour indemniser 300 victimes, ok, de cette affaire zaïrianisation. Ce qui était une bonne chose. Mais lorsque Félix est arrivé, il a trouvé encore ces victimes en train de venir réclamer cette dette. Mais c'était étonnant de voir que l'affaire était déjà close, mais quand même il y a des gens qui viennent pour pouvoir rechercher encore. Alors il a voulu maintenant savoir de quoi il est question. Il a constaté que 300 personnes dont il est question n'ont jamais existé. C'était un montage, une mascarade. Donc un moyen de détourner les fonds et de se faire de l'argent. Il fallait que la justice intervienne. C'est ça, un état de droit pour pouvoir régler la situation. Il n'y a pas question d'une justice à double vitesse. Il n'y a pas une question d'acharnement comme j'attends. Alors, vous mettez quelqu'un en pleine résidence surveillée et du coup,
On sentait déjà que le début d'un procès qui va vraiment éclairer l'opinion. On se réveille un beau matin, on dit, ah bah, il n'y a plus de résidence surveillée, Matata il n'est presque plus dans l'affaire. Non, non. L'affaire n'a pas été classée sans suite. Éclaire-nous rapidement en quelques secondes parce que Bob doit prendre la parole. L'affaire n'a pas été classée sans suite. Vous savez d'ailleurs, la procédure sur les plans juridiques a été biaisée à ce qui concerne ces maps-là. Oui. Là, je ne soutiens pas les procureurs parce que l'article 101 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoit que c'est la Cour constitutionnelle qui doit autoriser toute détention préventive d'un Premier ministre ou du président de la République, n'est-ce pas? Donc, les procureurs devaient avoir l'autorisation de la Cour constitutionnelle avant qu'il ait ces maps, n'est-ce pas? Ces maps qui étaient bien évidemment sous la résidence surveillée. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Et lorsqu'il s'est réalisé, alors il devrait maintenant se rattraper, n'est-ce pas? Pour harmoniser la justice. C'est pourquoi on a... C'est possible, c'est la justice de se rattraper. Ouais. C'est possible, la justice, lorsqu'il dit la loi, il se rattrape non, en même temps aussi. La loi est dite par qui? Pas par les procureurs. Il faut savoir nuancer. Ici, on est encore au niveau de l'instruction préparatoire. En fait, papi, moi, je n'ai pas un problème avec notre justice. Hein. Ouais. Moi, je fais confiance à la justice congolaise. Je te jure, je suis parmi ces Congolais qui font confiance, qui soutiennent la justice dans notre pays. Okay. Mais là où les bas blessent, c'est quoi? Je n'arrive pas à digérer que la justice, peut-être au fait qu'il y ait déjà une procédure entamée par la justice et que l'on voit maintenant de base déjà être bien placée par rapport à cette justice venir maintenant, c'est récupérer toutes ces bases pour nous dire revenons à la carte du départ. Donc c'était mal parti. Non, écoutez, la procédure est toujours en cours, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'une personne qui a été lavée. Non, il n'y a pas une personne qui a été lavée. L'affaire n'a pas été classée sans suite. Vous soyez vous rassurer que les millions de Congolais qui ont été détournés, n'est-ce pas, n'iront pas en vain, n'est-ce pas? Comme on est en train d'arrêter des petits coulons où nous parlons à Kende, pour Matata Ponyo également, soyez rassurés qu'il sera poursuivi et il va payer, la rétribution de ses actes. Voilà. Merci. Il y a une opinion qui dit que non, tout ça c'est parce qu'on veut seulement récupérer l'université Mapon à Maniema. Alors, Bob Maniema, on aura votre réaction. Tout se passe comme ça. On voit les élections en 2023 et on dit bien Matata Ponyo est en train d'être, je dirais, il y a un plan de pouvoir nuire à sa personne, pour salir également, je dirais, sa candidature en 2023, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est lui-même qui serait le vrai dauphin de Kabila. Pourquoi il avait fait à ce que Matata puisse partir de l'indépendance, ça veut dire que non, qu'il soit indépendant, et que ça pourrait permettre à Kabila de pouvoir récupérer la machine, récupérer les choses par le biais de Matata Ponyo. Et du coup, Félix a compris cela, tout le mécanisme est possible. Je dis bien d'une opinion qui pense. Et voilà le pourquoi on doit maintenant chercher comment traquer Matata Ponyo. J'aimerais d'abord réajuster par rapport à tout ce que monsieur vient de dire. Je pense qu'il a confondu, il confond en fait la position qu'il occupe en tant qu'avocat. Il pense que nous sommes dans un barreau, il est juge, il a le droit de se permettre de dire que je suis impoli comme ça. Messieurs, j'aimerais vous dire de faire très attention parce que on n'est pas dans un barreau ici et surtout encore moins dans un endroit où on se permet de dire n'importe quoi. Donc voilà. J'aimerais dire ceci par rapport, d'abord ça c'est la première des choses que j'ai voulu réajuster. Par rapport, il a dit la justice est une justice bonne et tout, voilà. Je n'aimerais pas revenir là-dessus parce que c'est vraiment de méli-mélo qu'il venait de faire. Cette justice ici, l'état de droit que prônent surtout les gens de l'État, l'état de droit. On a commencé avec le projet des 100 jours. S'il ne le sait pas, je vais le dire ici, je vais l'apprendre. Le projet des 100 jours n'est pas un projet de gouvernement, c'est un projet du président de la République. Et ces projets de la République, M. Vital Kamerhe a joué le rôle en tant que chef de ce projet, par l'entremise de son président. Et si cette loi était comme on le prétend, non seulement que M. Vital Kamerhe aussi devait être poursuivi à la justice, non seulement M. Vital Kamerhe, mais aussi, il fallait aussi entamer une procédure de la justice contre le président de la République. Parce que je me vois mal le chef d'un projet puisse faire des choses, en fait le coordonnateur, voilà, c'est ça le mot, le coordonnateur d'un projet puisse réaliser ou faire des choses, poser la signature pour sortir de l'argent afin de réaliser ce projet sans
l'accord ou sans l'accord de son chef, je me vois mal. C'est de l'administration. J'ai fait un cours sur le management. Je sais de quoi je parle. Et qu'ils ne viennent pas me raconter des histoires. Si on devait arrêter M. Vital Kamerhe par rapport au détournement, tout le monde le sait. M. Félix n'est pas blanchi. N'est pas blanchi. Ça, c'est la première des choses que j'aurais voulu dire par rapport à cet état de droit que prennent les gens de pouvoir. Et la deuxième des choses, je parle encore de M. Youm, qui a détourné 200 millions. Je ne parle pas de 100 ni de 10 millions, je parle de 200 millions qui étaient détournés. Non pas seulement M. Youma, je parle de l'ancien ministre de la Santé, Etienne Longondo, qui a détourné plusieurs fois. Lui, il avait déjà... Il a déjà quoi? Il avait remboursé. C'était déjà d'accord, d'accord. Il a remboursé de l'argent. Donc ça s'est fait de manière secrète. Et non, vous voyez comment cette justice commence à s'effondrer de nous. Et les gens pensent que nous avons commencé la politique à la dernière pluie pour commencer à se moquer de nous, comme si on était des enfants, comme si on les savait. Cet état de droit, cette justice que prônent les gens du pouvoir est une justice, je le dis encore, à double vitesse. Est une justice qui fait exception à une tierce personne. Et moi, je ne peux pas soutenir une justice qui fait exception à une tierce personne. Là, c'est d'après vous. Hein? Ce n'est pas d'après moi, c'est d'après le peuple. Ah, le peuple de Moubaké. Non, pas le peuple de Moubaké, le peuple congolais le sait très bien. Aujourd'hui, on parle de Matata Ponyo. Mais les gens du pouvoir aujourd'hui, les gens particulièrement, les ministres sortant de l'UDPS, de l'ancien gouvernement le gouvernement sortant, Ilunga Kamba. On le sait. Comment il y a eu de détournement. Et on le sait. Vous voulez qu'aujourd'hui, on parle dans quelle langue pour expliquer à nos téléspectateurs que ce n'est pas une justice proprement dite. Alors, mais c'est une vous allez justice avec Matata Ponyo. Pour conclure par rapport à Matata Ponyo, moi je n'aimerais pas entrer dans les détails par rapport au droit parce que je ne suis pas juriste de formation, je suis un économiste de formation. Voilà. Et par rapport à l'arrestation de Matata Ponyo, moi je viens de le dire ici, le président de la République, il a déjà un agenda pour les élections de 2020. Okay. Et il le sait très bien, qu'il ne fera rien, il n'a pas un bilan à présenter pour ces élections de 2020. Et la seule façon pour lui de réussir, ou de faire son glissement, c'est d'écarter toutes les personnes, tous les poids lourds ou tous les acteurs politiques afin qu'ils se retrouvent seuls pour faire passer cette fraude qu'il est en train de votre résumé. Ça, c'est ma petite contribution par rapport à ça. Donc, pour dire que tout ce que nous sommes en train de voir n'est qu'une poudre aux yeux. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas un bilan à présenter. Donc voilà. En quelques secondes. En quelques secondes avant que je termine, je dirais que ce que le co-débatteur d'en face est en train de dire, c'est grave. D'un côté, il est en train d'affirmer que leur candidat présidentiel, c'est Valentin Mbake, qui est un poids lourd. De l'autre côté, il est en train de dire qu'il y a une fraude qui est en train d'être organisée pour éliminer les poids lourds. Donc, leur candidat n'est pas un poids lourd. Et s'il est un poids lourd, est-ce qu'on l'a étraqué? J'ai bien dit certains. Donc le français est très difficile pour vous, monsieur. Parce que j'ai dit certains. Je n'ai pas dit. J'ai dit certains. On va finir, s'il vous plaît.